Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, nombreux, en bas et en haut. Vous êtes bien répartis dans la salle. Alors, je suis Aliette Ovine, productrice de l'émission Entendez-vous l'écho sur France Culture. Je suis très heureuse pour vous retrouver pour cette conférence intitulée «L'Union européenne peut-elle accélérer la décarbonation mondiale?» Et j'en profite juste avant qu'on ne commence vraiment pour remercier vraiment très chaleureusement toutes les équipes des GECO, les bénévoles, les organisateurs, les organisatrices. Ils font un travail formidable chaque année et c'est un vrai plaisir de les retrouver chaque année ici au GECO. Cette conférence, elle est particulièrement importante parce que le contexte, je pense qu'on l'a tous en tête et on va le rappeler, c'est certain, mais chaque semaine, chaque jour, il y a une nouvelle actualité qui nous rappelle l'urgence aussi à agir. La semaine dernière, par exemple, le 29 octobre dernier, il y a 128 experts du Lancet Countdown qui ont alerté sur les conséquences du changement climatique. Le nombre de morts liés à la chaleur a augmenté, selon leurs chiffres, de 23% depuis les années 90. Or, et selon eux encore, il y a 84% des jours de canicule potentiellement mortels auxquels la population a été exposée chaque année entre 2020 et 2024, qui auraient pu être évités, qui n'auraient pas eu lieu sans le changement climatique. On voit que c'est vraiment une question de vie ou de mort, littéralement. Et puis le 29 octobre, c'était aussi une date clé pour celles et ceux qui s'en souviennent, puisque c'était le jour qui a marqué une année écoulée, jour pour jour, depuis que l'Est de l'Espagne avait été touché par les pluies torrentielles et les inondations qui s'en sont suivies, avec 237 morts, dont 229 dans la seule région de Valence. Donc voilà, c'était un rappel, s'il en fallait, que la question du réchauffement climatique est particulièrement urgente. Alors face à cette urgence, cet impératif politique, économique et moral, certains États ont décidé d'agir, mais il est évident que la question est mondiale, globale. Agir seul, c'est pas forcément gage d'efficacité. C'est ce que nous rappellent régulièrement les COP, et on est en plein dedans, puisque la prochaine, la COP 30, s'ouvrira en début de semaine prochaine. Alors de ce point de vue-là, on peut se dire que l'Union européenne a plutôt pris conscience du phénomène. Elle a affirmé un certain nombre de valeurs, avec elle des mesures assez concrètes en faveur de la décarbonation. Décarbonation, c'est un mot qu'on s'est un peu habitué à entendre. Il est relativement récent, il est rentré en 2012 dans le dictionnaire Larousse, mais je rappelle quand même sa définition pour qu'on puisse partir au moins de cette base-là pour notre discussion. Cela concerne l'ensemble des mesures et des techniques permettant de réduire les émissions de dioxyde de carbone, et c'est cela dont nous allons parler aujourd'hui. On va parler aussi du fait que tout le monde n'est pas à égalité en termes de production justement de ces émissions. Alors on va se poser plusieurs questions. Où en est l'Union européenne de ses propres objectifs? Est-ce qu'elle est en mesure de s'ériger en exemple pour le reste du monde? Est-ce qu'on peut croire en un effet d'entraînement suffisamment important pour que cela ait un impact réel et mondial? Et puis quel bilan faire aussi des mesures déjà prises et quels outils nouveaux envisager pour plus d'efficacité dans ce combat? Ça fait beaucoup de questions, mais ça tombe bien, on a des intervenants qui sont prêts à y répondre, je le crois, en tout cas je l'espère. Ces intervenants, nous avons, je vais le faire par ordre alphabétique, comme ça pas de jaloux. Richard Baron, vous dirigez les programmes commerce international et transformation industrielle propre à l'European Climate Foundation. Bonjour à vous et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Peut-être Richard Baron, je veux bien que vous saisissiez de votre micro parce que c'est peut-être l'institution qui mérite peut-être quelques explications, nous dire ce en quoi consiste votre fonction très concrètement et cette European Climate Foundation. Alors, la Fondation européenne pour le climat travaille avec des fonds philanthropiques pour soutenir l'ambition climatique de l'Union européenne. Donc on travaille avec des organisations pour faire du plaidoyer pour l'action climatique dans les instances européennes, mais aussi dans les pays membres. Voilà, ce qui mérite d'être clair. Merci beaucoup. Fanny Henriet, vous êtes directrice de recherche au CNRS à Aix-Marseille School of Economics et vous êtes spécialiste en économie de l'environnement et en économie publique. Je rappelle aux gens qui sont présents dans la salle, s'ils ont envie d'aller plus loin, le titre de votre ouvrage, L'économie peut-elle sauver le climat, qui a paru aux presses universitaires de France et qui est tout à fait pédagogique et très clair. Je l'ai lu, je le recommande. Voilà. Bonjour à vous. Sandrine Levasseur, vous êtes économiste à l'OFCE et spécialiste des questions européennes. Alors vous, vos recherches portent surtout sur la mise en œuvre du pacte vert européen. Vous vous focalisez surtout sur deux secteurs, on va dire, de l'Union européenne, automobile et agriculture. On va voir que ce sont deux secteurs qu'on va bien mobiliser dans la conversation, donc ça tombe bien. Et enfin, Fouque Vinen-Guyenne, vous occupez le poste de chef du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors depuis décembre 2024 et vos recherches portent depuis décembre 2021, précise votre biographie, sur la politique française et européenne de l'énergie, pacte vert européen, marché carbone et marché
marché du gaz et de l'électricité n'ont aucun secret pour vous. Donc vous allez nous en révéler aussi les tenants et les aboutissants. Un grand merci à tous les quatre d'être présents. Sandrine Levasseur, commençons pour vous, pour établir un état des lieux aussi, au-delà des rappels que je faisais à l'instant. De quoi faut-il s'inquiéter véritablement? Il y a à la fois les événements extrêmes, je le rappelais, les inondations à Valence, on pourrait aussi se dire les ouragans, on a encore eu des exemples récents, mais qu'est-ce qui justifie qu'on se saisisse de cette question? Est-ce qu'il faut uniquement s'inquiéter de l'extrémité, on va dire, de ces événements-là? Oui, alors évidemment, les événements extrêmes, c'est grave. C'est grave dans le sens où c'est responsable d'un certain nombre de dégâts au niveau économique, au niveau humain. On sait très bien que les vagues de sécheresse, les vagues de grand froid, les inondations, c'est très très mauvais pour l'économie, pour l'agriculture, pour notre bien-être. Ça, c'est un point important. Donc là, vraiment, on raisonne sur des questions de décarbonation, puisque pour lutter contre le changement climatique, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un point important. Mais plus généralement, au-delà du changement climatique, il me semble qu'il faut plus généralement réfléchir à la préservation de notre environnement. Et ça, donc, ça veut dire qu'il faut veiller à la qualité de l'eau, à la qualité de l'air, à la qualité des sols, parce que tout ça, c'est très, très important pour notre santé, pour notre bien-être. Il faut le rappeler parce que assez souvent, on a un peu trop tendance, à mon sens, donc à focaliser sur cette question de décarbonation, donc de lutte contre le changement climatique, mais il faut aller au-delà. Et donc, bien sûr, donc, dans cette protection de l'environnement, il faut aussi veiller donc, à la préservation de la biodiversité. Ça, c'est important parce que ça participe au fonctionnement et à l'équilibre de notre écosystème. Et sans elle, c'est tout notre environnement qui va se fragiliser. Alors, le pacte vert, dans son volet agricole, justement, il était très ambitieux en la matière. Il allait bien au-delà des émissions de carbone qu'il faut évidemment réduire. Plus généralement, le pacte vert, donc dans sa stratégie de la ferme à la fourchette, définissait tout un ensemble de mesures qui visaient à améliorer notre cadre de vie, qui visaient à ce que l'on se nourrisse mieux avec des aliments plus sains. Notamment, il y avait tout un volet très très important qui portait sur la diminution de l'utilisation des pesticides et des fertilisants chimiques. Et ça, c'est complètement tombé aux oubliettes. De la même façon, on était très ambitieux en matière d'objectifs, en matière de parcelles dédiées à l'agriculture biologique, et ça a été complètement en fait balayé d'un revers de la main, en grande partie suite aux manifestations des agriculteurs à l'hiver 2023-2024. Donc oui, effectivement, donc l'Union européenne, elle doit toujours se mobiliser pour effectivement lutter contre la baisse pour veiller à baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais plus généralement, il faut qu'elle reste aussi ambitieuse dans tout ce qui touche notre cadre de vie, notre santé et la préservation de la biodiversité. Et c'est tout cet ensemble de choses qui, à mon avis, est essentiel pour notre avenir et sur lequel l'Union européenne doit vraiment se pencher et aussi avoir un cadre très clair, sans stop and go, voire sans reculade, comme on l'a observé ces dernières années. On va revenir effectivement sur l'importance d'une forme de stabilité, notamment normative. On l'a bien compris avec vous, Sandrine Levasseur, il y a des enjeux de préservation, notamment de la biodiversité. Fanny Henriet, il faut peut-être aussi rappeler, pour toutes celles et ceux qui sont dans la salle, finalement à quoi servent les économistes. On en parlait quelques minutes avant le début de cette conférence, que ça avait été un grave sujet, notamment les micro-trottoirs qui avaient été réalisés pour préparer ces GECO. On pourrait dire qu'avec la question climatique, c'est un peu tendu finalement, se mettre en balance à la fois des vies humaines, ce dont je parlais au tout début de cette conversation, et en même temps des coûts en monnaie sonnante et trébuchante. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Aux États-Unis, en 2023, certes, 28 catastrophes naturelles ont été recensées, et chacune cause des dégâts qui dépassent le $1 milliard, ce qui a atteint un total record de plus de 92,9 milliards $. Et là, on pourrait se dire, mais à quoi bon avancer ces chiffres à partir du moment où il est question de vie humaine? Comment se positionne l'économie sur ces questions climatiques et environnementales? Oui, c'est une question importante. Donc ça fait partie en effet
du rôle des économistes d'essayer de traduire tous ces dommages climatiques qu'on voit bien se matérialiser dès aujourd'hui en quelque chose, en euros, en espèces sonnantes et trébuchantes, pour pouvoir justement comparer avec le coût des efforts de décarbonation, par exemple, qui, eux, sont bien en espèces, en euros. Donc c'est d'autant plus important qu'une grosse partie des dommages climatiques sont des dommages sanitaires, c'est-à-dire en termes de santé et de mortalité. Donc voilà, on a des méthodes pour faire ça, pour essayer de traduire tous ces dommages en euros. Sur les fonctions de dommages, justement, la science avance très vite. Et il y a encore 5 ou 10 ans, on estimait des fonctions de dommages qui disaient en gros qu'on perdait 1 à 2% du PIB, 1 à 2% de PIB par degré supplémentaire. Et plus récemment, on se rend compte qu'avec justement l'accélération des événements extrêmes, les nouvelles estimations sont bien plus hautes que ça. Et donc, si on prend les 2 dernières études assez influentes qui ont été parues très récemment, donc il y a l'étude de Bilag Legansig qui estime que chaque degré c'est 12% de PIB en moins en fait au pic, et puis ça reste durablement des baisses de PIB. Et puis il y a une nouvelle étude encore plus qui donne des chiffres encore plus impressionnants et qui dit que en fait même le réchauffement actuel qui est aujourd'hui autour de 1,2 degré à l'échelle mondiale, c'est un peu plus en Europe, c'est déjà 12% de PIB qu'on perd d'ici 2050 et ça pourrait être 60%. Donc voilà. On n'est pas encore exactement sûr de l'estimation, mais on voit que ça représente quelque chose d'important, même si on le traduit en PIB, quoi. Oui, et puis l'idée n'est pas de hiérarchiser non plus entre les enjeux économiques et les enjeux humains. Au contraire, justement, c'est de les lier l'un à l'autre. Bon, on comprend, grâce à vous deux, l'urgence qu'il y a à agir, et puis peut-être déjà de nouvelles logiciels aussi, de façon de penser, de se saisir de cette urgence. Richard Baron, je rappelle quand même le titre de cette conférence, qui est de se demander si l'Union européenne peut montrer l'exemple, ouvrir la voie en la matière. Or, il y a des données qui sont sorties relativement récemment, début septembre, par le Consortium international de scientifiques Carbone Monitor, qui nous montre que les émissions de gaz à effet de serre seraient en hausse de l'ordre de 1,7%, je crois, pour l'Union européenne, de 4,2% aux États-Unis. Ils sont en baisse en Chine ainsi qu'en Inde. Que se passe-t-il? Comment comprendre de tels chiffres? On avait pourtant dit il y a 10 ans, notamment lors de la COP de Paris, qu'on ferait des efforts. Pourquoi l'Union européenne, avant même de montrer l'exemple, n'arrive pas, visiblement, vu ces chiffres, à agir ne serait-ce que de son côté? Bon, évidemment, sur les enjeux climatiques, il faut déplorer à chaque fois qu'on voit des émissions en hausse, mais à chaque fois qu'on voit des émissions aussi, puisqu'il faudrait qu'on arrive à des émissions nettes nulles à l'horizon 2050 pour préserver l'équilibre climatique. Donc on devrait décroître de 5% par an et on n'est clairement pas dans les clous. En revanche, je crois que c'est toujours important de regarder les tendances et pas forcément les émissions annuelles, parce que les émissions de l'UE ont par exemple décru de 2% l'an dernier. Il y a une légère hausse maintenant, mais mieux vaut regarder les éléments plus structurels. Alors là-dessus, depuis 1990, l'Union européenne a décarboné son économie de manière assez significative, parce que ses émissions ont décru de manière absolue de 40%. Jusqu'à 2024, alors que le PIB sur la même période augmentait de 70%. Il y a une partie qui n'est pas très importante, mais qui correspond à des émissions importées supérieures, je reviendrai là-dessus, mais essentiellement, on est assez efficace dans la décarbonation de l'économie européenne. D'autres peut-être faits marquants que j'ai regardés récemment. En septembre cette année, l'Union européenne a battu le record d'immatriculation de véhicules électriques. On est à 30% au niveau européen, et la France a également battu son record avec 22% du total. Si vous regardez d'autres éléments comme l'emploi dans le secteur éolien, en 2010, il était aux alentours de 90 000 positions d'emploi, et on en est aujourd'hui à 274 000, donc il y a des choses qui bougent dans ce sens-là. Et si on élargit maintenant au champ mondial, les énergies renouvelables représentent maintenant 80% des nouvelles capacités installées en électricité à l'échelle mondiale. Et enfin, et je crois que c'est important parce qu'on est aux 10 ans de l'accord de Paris, en 2015, on entrevoyait une augmentation des températures entre 3,5 et 4 degrés sur la base des engagements qui étaient pris par les pays
à ce moment-là. Depuis, il y a eu plusieurs générations d'engagements qui ont été pris. Maintenant, on n'est plus de 3,5 à 4, mais on est de 2,6 à 3 degrés. On est au-dessus des 2 degrés, on est très au-dessus de 1,5, mais on a fait un certain nombre de progrès. J'en ai cité certains, il y en a beaucoup d'autres dont on pourrait parler. C'est largement insuffisant, mais en tout cas, on est en train d'évoluer dans la bonne direction. Il faut renforcer ces efforts, évidemment. Merci beaucoup. Fouk-Vinen Nguyen, est-ce que vous partagez cet optimisme malgré les chiffres que je viens de citer? D'ailleurs, on pourrait aller un tout petit peu plus en détail. Selon les dernières données en date d'Eurostat, il y a quand même 6 pays membres de l'Union européenne qui ont vu leur rejet carbone croître de plus de 5%. Bulgarie, République tchèque, Chypre, Pologne. Alors, c'est pas pour pointer du doigt les coupables, mais on voit quand même qu'il y a des inégalités aussi au sein de l'Union européenne en la matière. Quel bilan tirer de cela? Est-ce qu'il faut malgré tout rester optimiste et regarder sur le temps plus long depuis les années 90, comme nous le disait Richard Baron, ou est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter d'une forme de manque d'homogénéisation au sein même de l'Union européenne en ce qui concerne les émissions carbone? Richard l'a très bien rappelé, je pense que, et notamment à la lumière des chiffres que vous évoquez, c'est les chiffres pour le premier trimestre de l'année 2025 que vous comparez avec le premier trimestre de l'année 2024. Donc c'est vraiment très conjoncturel. Si vous subissez un hiver plus froid, vous avez tendance à utiliser plus de gaz, plus de charbon pour vous chauffer, notamment dans les pays que vous évoquez. À titre d'exemple, en Pologne, 3 millions de personnes se chauffent avec du charbon. Donc évidemment, à partir du moment où l'hiver est plus froid, vous allez renchérir vos émissions de CO2. Lorsque vous regardez par contre tendanciellement, là les chiffres ont été très bien rappelés par Richard, on est quand même sur une baisse effective de nos émissions de gaz à effet de serre qui est encourageante, qui est la résultante des politiques publiques qui ont été menées au niveau européen. On peut par exemple penser à la mise en place d'un marché carbone qui a permis, au travers d'un signal prix, de passer de la production charbon qui était extrêmement dominante en Pologne dans les années 2000 à désormais un peu de 50% du mix électrique. Et donc cette baisse au profit des énergies renouvelables, elle est vraiment tendancielle, elle est marquée dans le temps et elle va se poursuivre. Maintenant, la question qui se pose à très court terme, c'est est-ce qu'on va être en capacité de maintenir ces efforts compte tenu du contexte politique? Et là, on peut vraisemblablement pointer du doigt le fait qu'il existe dans un certain nombre d'États membres, une volonté de lever le pied. Si l'on regarde la France, en 2025, on devrait baisser nos émissions de seulement 0,8%. Il faudrait les baisser de l'ordre de 5% pour tenir nos objectifs climatiques. Et ça, c'est la conjonction d'un certain nombre de facteurs. Une conjonction d'une part, un contexte de contraintes budgétaires, où la transition écologique est vraisemblablement tout le temps utilisée comme étant une variable d'ajustement. C'est-à-dire que lorsque vous devez faire des économies sur le budget, vous rognez sur les budgets dédiés à la rénovation des bâtiments, au leasing social pour les véhicules électriques. Et ça, c'est un mouvement tendanciel que l'on observe un peu partout en Europe en réalité. Pourquoi? Parce que 2019, âge d'or au niveau européen de l'ambition climatique, élections européennes qui vont consacrer la montée en puissance du pacte vert européen. Et puis ensuite, il y a ce mouvement tendanciel qui consiste à dire que peut-être qu'on est allé trop loin, notamment compte tenu du fait que les enjeux de compétitivité poussés par les entreprises reviennent sur le devant de la scène. Désormais, en fait, la question, elle est de savoir comment, pour accélérer la décarbonation mondiale, on va concilier ces enjeux de décarbonation avec ces enjeux de compétitivité. C'est ça, il y a l'idée de maintenant de prendre une forme de compromis entre différents objectifs mis à l'agenda, donc certains représentent une forme de priorité par rapport à d'autres. Elle est hyper intéressante cette question finalement de l'agenda politique, du moment aussi dans lequel on se trouve et de savoir si c'est le bon moment pour l'Union européenne de s'affirmer en exemple et si possible en exemple mondial. Fanny Henriet, de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut se dire oui, c'est un bon moment, on est dans un bon momentum, l'Union européenne a tout à gagner, non seulement à le faire, mais aussi c'est un peu la seule, quelque part, à pouvoir le faire. Je pense notamment au détricotage en règle au niveau américain avec l'administration Trump. On pourrait se dire, s'il y a bien quelqu'un pour incarner ce mouvement-là, c'est l'Union européenne. Est-ce que c'est le cas, selon vous? Est-ce qu'il y a vraiment une opportunité aujourd'hui pour l'Union européenne d'un point de vue à la fois économique, politique, environnemental? Alors, en effet, je pense que c'est une des seules entités à pouvoir le faire, même si on n'est quand même pas à l'abri d'un détricotage, même à l'échelle de l'Union européenne. Comme le disait Sandrine tout à l'heure, il y a quand même pas mal de pays qui poussent dans cette direction. Malgré tout, on reste dans une relative stabilité. Par rapport, par exemple, aux États-Unis. Donc, on peut davantage anticiper la politique environnementale européenne. Et donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et puis, c'est une bonne chose donc, pour l'influence de l'Europe dans le monde. Et notamment à travers les instruments qui vont être mis en place, qui sont en train d'être testés en ce moment.
Je mettais bien votre micro sur votre... Elle est intéressante, cette question, finalement, et je me permets de vous repasser très rapidement la parole, Phuc Vinh Nguyen. Est-ce que vous parleriez, parce que vous parliez, Fanny Henriet, d'une forme de backlash, finalement, c'est un peu de cela dont il s'agit, avec notamment cette idée de faire une pause réglementaire. On se souvient d'Emmanuel Macron qui avait appelé à faire une pause réglementaire au niveau de l'Union, enfin au niveau européen, en juillet ou août 2023. Phuc Vinh Nguyen, est-ce que vous parlez, très rapidement, vous parleriez d'un backlash à ce niveau-là? Comment comprendre cet appel à la pause réglementaire, alors même qu'on vient de le dire, ça peut être un atout, un cadre de stabilité pour les entreprises en particulier? Oui, donc pour qu'on parle de la même chose, le backlash, généralement, donc c'est le retour de bâton écologique, ça consiste à dire que en réalité, on est allé un peu trop loin sur les questions climatiques et donc il faut lever le pied et tenter de remettre des enjeux économiques, compétitivité sur le devant de la scène. Ça, c'est une analyse qui est la résultante du résultat des élections européennes de 2024, qui a consacré en fait une montée des droites au niveau européen, radicales et conservatrices, donc notamment l'extrême droite au niveau européen, qui avait un discours qui était basé sur un triptyque. C'était d'une part des questions sécuritaires, d'autre part des questions d'immigration et d'autre part un rejet de la politique climatique. Et donc l'interprétation qui a été faite par les chefs d'État et de gouvernement consistait à dire, puisque les Européens ont voté pour ces personnes-là, eh bien, ça veut dire que leur théorie, le concept de backlash écologique, se retrouve dans les faits. Mais attention à ne pas avoir une mésinterprétation de ce résultat-là. Il n'y a pas de répudiation de la question climatique. Et là, on peut très facilement regarder les enquêtes d'opinion qui sont opérées au niveau européen, au niveau international. La question climatique demeure l'une des principales préoccupations pour l'ensemble des citoyens. Ce qui s'est passé, si l'on compare les élections de 2024 avec les élections de 2019, c'est qu'en 2019, la question climatique arrivait en deuxième, en termes d'ordre des priorités qui avaient motivé les Européens à aller voter. En 2024, elle arrivait en 5e position. C'est certes un recul, mais lorsqu'on regarde les déterminants qui expliquent ce recul, on se rend compte que la survenance des crises récentes, le Covid, la guerre en Ukraine, ont poussé à l'agenda des thématiques liées à la défense, à la santé. Et donc en fait, la crise climatique, qui est par définition une crise de long terme, se retrouve percutée avec des considérations très court-termistes. Donc il ne faut pas conclure que le climat n'est plus important en termes de priorité, mais par contre, il faut conclure que le climat et la réponse à la question climatique doit permettre aussi d'apporter des réponses aux crises de court terme que l'on constate à l'heure actuelle. Richard Baron, je vous vois approuver de la tête les propos qui viennent d'être tenus. Pour qu'on comprenne bien peut-être, parce qu'on parle beaucoup de recul réglementaire, à votre avis, est-ce qu'il s'agit plutôt de pression en externe? En fait, ce que j'ai exposé à l'instant, cette idée qu'il y a une pression notamment américaine au recul, est-ce que finalement l'Union européenne y est sensible et donc agit en fonction de cela? Ou est-ce que c'est plutôt une pression en interne, où on voit qu'il y a un problème aussi d'homogénéisation de la ligne à suivre, de la feuille de route pour les années à venir? Comment interpréter peut-être cette idée que l'idée d'une Union européenne qui montre l'exemple en la matière ne fait pas forcément consensus? Alors, je pense que ça reste un consensus à l'échelle internationale. Tout le monde observe que l'Union européenne, et j'ai rappelé les chiffres, est le seul continent et marché économique qui a décarboné de manière significative. Il y a certes des pressions internationales, elles ne sont pas fondamentales à mon sens, même s'il y a quand même eu cet accord entre les États-Unis et l'Union européenne, dans lequel il y a une tentative de la part des États-Unis de faire pression pour reculer sur les politiques environnementales de l'Europe. Ceci étant, l'Europe, dans la proposition de loi qui est faite pour le Parlement pour transcrire cet accord, entre guillemets, dans la loi européenne, ne reprend pas du tout ces aspects-là. On est plutôt sur des questions autour des droits de douane, qu'on peut regretter aussi. Je pense il faudrait maintenir un certain nombre de droits de douane en Europe aussi pour permettre de décarboner. On a d'autres instruments pour ce faire. Il y a en revanche une pression qui va plutôt dans l'autre sens, qui est une pression du côté chinois, parce qu'il y a un fort déploiement de capacités industrielles dans les technologies bas carbone. Donc on pense aux batteries électriques, aux véhicules électriques, au solaire, sur lequel il y a une domination maintenant chinoise qui est à peu près incontestée. Et ça veut dire que dans la façon dont on va embrayer, nous, notre transition, il va falloir qu'on se pose la question de savoir où est-ce qu'on met le curseur entre continuer un développement industriel européen et avoir recours à des technologies qui sont bien moins chères et qui viennent de Chine. Alors, je pense que pour le contrat social européen, il est absolument essentiel qu'on continue à déployer, parce qu'on a aussi des capacités d'innovation qui sont très très importantes, à déployer des chaînes industrielles qui vont répondre à la transition.
à déployer de l'emploi aussi dans ces secteurs-là, et à bien regarder quelle est la légitimité de laisser rentrer des produits chinois qui sont très souvent subventionnés à un niveau excessivement élevé. Donc il y a des plaintes à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, sur cette question-là. Il y a des tarifs qui ont été, des droits de douane qui ont été appliqués aux véhicules électriques en Chine, etc., etc. Donc on a une pression des États-Unis qui voudrait que l'Europe recule. Je crois qu'on arrive à tenir relativement bon. En revanche, là où il y a un problème, c'est sur cet aspect réglementaire où on dit qu'il faut une simplification, qu'il faut déréguler pour que la compétitivité européenne reprenne le dessus. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des enjeux de simplification qui peuvent être faits via l'enjeu climatique. Je pense à la commande publique en particulier. On peut vraiment simplifier la commande publique qui représente 2000 milliards de dépenses annuelles en Europe, pour guider cette commande publique vers des biens qui soient plus respectueux de l'environnement, y compris biodiversité, décarbonation, etc. Donc on peut mobiliser beaucoup de nos leviers économiques pour aller dans la bonne direction, d'une manière plus simple et plus efficace. Je crois qu'il y a un enjeu qui est réel là-dessus. Ce que je vois aussi, c'est que du fait du recul des États-Unis, il y a une partie des investissements qui étaient fortement encouragés par l'administration Biden, qui ne vont plus avoir lieu aux États-Unis, et donc on se retourne un petit peu vers l'Europe pour savoir est-ce que ce n'est pas l'endroit où il faudrait maintenant investir, compte tenu du fait que le marché chinois reste quand même relativement fermé et qu'il y a des enjeux de sécurité aussi autour des importations qui viennent de la Chine, des enjeux de résilience économique aussi autour de ça, on le voit sur les terres rares en particulier. Et donc beaucoup de choses qui peuvent aussi s'aligner avec ces enjeux de sécurité dont parlait Phuc Nguyen à l'instant. Sandrine Levasseur, vous souhaitiez réagir, et je tiens peut-être à préciser que quand on a préparé cette conférence, vous m'avez dit au téléphone qu'on n'était pas forcément dans un très bon moment, parce qu'on est aussi dans un moment où la croissance européenne est relativement atone. Il y a beaucoup d'États membres qui connaissent des difficultés, on l'a dit, budgétaires, mais même macroéconomiquement, on va dire, c'est pas le top. Et donc pour vous, c'est pas non plus le meilleur moment pour être innovant, on va dire, en la matière. Ce n'est pas le bon moment, mais en même temps, il faut y aller. Et je pense que l'Union européenne, elle doit continuer à donner le cap. Ça fait une quarantaine d'années que l'Union européenne est très proactive en matière de protection de l'environnement, de gestion des ressources rares, de lutte contre le changement climatique. Il faut qu'elle maintienne ce cap, à mon sens. En revanche, et là je rejoins tout à fait Richard, il me semble qu'il faut vraiment changer de méthode. Et il faut que la méthode de l'Union européenne, elle soit, je dirais, moins naïve, plus pragmatique. Et là, je fais évidemment allusion donc à nos partenaires qui sont la Chine et les États-Unis, qui usent de méthodes qui sont complètement déloyales, donc des droits de douane, des quotas à l'exportation sur les matières indispensables à la transition écologique du côté chinois, des subventions qui sont outrancières du côté chinois, mais aussi sous l'administration Biden, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup d'argent public qui a été donné pour les industries vertes. Donc, ces pratiques, elles ne sont pas conformes aux règles de l'OMC, ça c'est clair, mais partons du principe que ces deux pays qui sont importants au niveau économique ne respectent pas ces règles, je ne vois pas très bien pourquoi nous, Européens, on devrait se forcer à les respecter pour être un petit peu des élèves modèles. Mais on va être des élèves modèles, mais on va se faire manger, et notamment par les Chinois. Il faut vraiment réfléchir, changer de stratégie. Un petit exemple, en ce qui concerne donc l'industrie automobile, on voit bien, et donc la production de batteries électriques. On a des difficultés. On n'est pas leader en Europe sur notamment cette production de batteries électriques. On a permis l'implantation donc de CATL pour les batteries électriques en Hongrie. On a permis aussi l'implantation. Juste nous dire ce que c'est CATL. Donc c'est un gros producteur de batteries chinois. C'est le leader en fait en matière de batteries lithium, dont on a impérativement besoin pour la transition écologique. On a permis aussi l'implantation de BYD, donc constructeur automobile chinois. On a permis l'introduction de Chery en Espagne, toujours pour produire des véhicules électriques. Mais ça,
sans aucune obligation de transfert technologique, d'obligation de contenu local. Qu'est-ce qui nous dit que les constructeurs automobiles chinois ne vont pas se contenter en fait d'importer des kits de batteries électriques pour assembler les véhicules sur le territoire européen? Non, en fait, je pense qu'on est on est naïf, et il faudrait vraiment définir un cadre, notamment pour donc les investissements directs étrangers qui sont en lien avec le secteur automobile, mais plus généralement un certain nombre de secteurs qui sont en lien avec la transition écologique. Il faudrait aussi peut-être réfléchir à une chose, c'est établir des priorités. Où sont nos points forts? Où sont nos points faibles? Il faut peut-être accepter de laisser tomber, par exemple, les panneaux solaires. Hein. On a complètement accepté de développer cette industrie. À la rigueur, pourquoi pas? Développons nos points forts. Et là, je pense qu'on a besoin de se poser et d'établir une liste de priorités d'industries sur lesquelles il faut mettre le paquet. Et quand je dis il faut mettre le paquet, c'est en termes d'investissement, mais il faut aussi subventionner ces investissements, comme l'ont fait les Chinois et comme l'ont fait les États-Unis sous l'ère Biden. Et ça, c'est très, très important, à mon avis. Alors là, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'il y a cette idée d'une spécialisation, presque aussi, en fonction de là où on est fort, là où on est faible. Et la question des subventions qui pose nécessairement la question des finances publiques aussi. D'une certaine manière. Je voudrais juste faire une toute petite parenthèse, parce qu'il y a déjà énormément de questions qui s'affichent, dont 3 qui portent sur le même sujet. Fanny Henriet, ça va être, pour vous, c'est vraiment une minuscule parenthèse, mais 3 personnes nous ont demandé qu'est-ce que c'est que le PIB, le PIB, le produit intérieur brut. Une toute petite parenthèse peut-être pédagogique pour ceux et celles qui demandent. Donc le PIB, donc le produit intérieur brut, c'est ce qui mesure la richesse créée, la valeur ajoutée créée par l'économie. Et donc on parle souvent en pourcentage de PIB parce que ça représente un pourcentage donc de la valeur créée. Ce qui est d'ailleurs un outil qui est un outil très pratique, mais qui est aussi un outil de mesure relativement contesté, notamment dans le cadre de la pensée de la décroissance. Il faut aussi le préciser. Ça reflète sous certaines conditions. Donc ça reflète un certain nombre de choses, mais pas nécessairement l'augmentation du bien-être. Enfin, l'augmentation de la croissance, c'est pas forcément l'augmentation du bien-être. Et puis, Fouque-Vilaine-Guyenne, il y a d'autres questions, et c'est vrai qu'il faut le remettre bien au centre de la table, mais au fait, pourquoi d'autres pays suivraient l'exemple de l'Union européenne? Qu'est-ce qui les y oblige fondamentalement? On n'a pas encore parlé de l'effet Bruxelles, cette idée d'un effet d'entraînement, que parce que l'Union européenne produit des normes, les autres pays qui voudraient nous vendre des produits seraient obligés de s'y conformer. Est-ce qu'on peut croire en cet effet Bruxelles? Qu'est-ce qui pourrait provoquer cet effet d'entraînement? Je vais juste remettre ça au centre de la table. Oui, la plus grande force de l'Union européenne, c'est sa capacité normative. Alors elle est beaucoup décriée, avec des logiques de simplification, de dérégulation, mais lorsque vous arrivez à établir des règles communes pour 450 millions de consommateurs, le signal que vous envoyez aux partenaires internationaux, il est très simple. En 2035, on veut, à l'heure actuelle, ça va vraisemblablement être revu, arrêter de vendre des moteurs thermiques neufs. Le signal qui est envoyé à la Chine, il est simple, il est de dire, si vous n'êtes pas capable de produire des véhicules électriques, on le fera chez nous et vous perdrez des parts de marché. Et donc ça, en fait, c'est l'intérêt de réussir à s'accorder sur des normes qui ensuite vont avoir un effet de levier sur ce qui se passe ailleurs. Et c'est très intéressant de voir que, à l'heure actuelle, ce que fait Donald Trump, c'est qu'il essaye aussi de détricoter les normes qui ont été adoptées au niveau européen. L'un des meilleurs exemples, c'est ce qu'on appelle la CSRD. Je pense que Sandrine reviendra aussi dessus par la suite, mais on achète du gaz aux États-Unis, ce qu'on appelle du gaz naturel liquéfié qui arrive par bateau. Ce gaz naturel liquéfié, à partir d'une certaine date, en 2026-2027, il va voir les entreprises qui le produisent être soumises à des contraintes notamment de reporting. Et ça découle d'une norme qui a été adoptée au niveau européen. Les États-Unis, le Qatar sont contre ces contraintes-là. Pourquoi? Parce qu'elles vont renchérir d'une part les coûts pour les entreprises en question, et en même temps, elles risquent en fait de contraindre les entreprises à ne plus nous vendre ce gaz naturel liquéfié aux États-Unis. Et ça, en fait, c'est tout l'intérêt d'être en capacité d'imposer nos normes dans un rapport de force assumé. Et là, il faut être très clair. Et je parle de rapport de force parce que si on voulait le faire au niveau français, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas regarder la Chine, on ne pourrait pas regarder les États-Unis, parce qu'on compare le taux de PIB, enfin le PIB, et on ne pèse rien, en fait, la France comparée à ces pays-là. Par contre, si on le fait au niveau européen,
on arrive à être crédible et on arrive à imposer, d'une certaine manière, cet effet Bruxelles sur les partenaires. Fanny Aurier, vous souhaitez réagir? J'ai juste une petite question. C'est quoi le backlash? On le disait, le backlash, c'est ce fameux retour de bâton. C'est après avoir instauré un certain nombre de normes, en fait, finalement, cela finit par nous revenir dans la figure et qu'il y a une forme de retour sur tout ce qu'on avait entrepris en termes normatifs, en termes d'émissions de lois et de nouvelles normes, et qu'il y a un retour en arrière par rapport à là où on avait avancé. Fanny Aurier, je vous laisse réagir. Oui, donc il faut voir que l'Union européenne, c'est un très grand marché. Et donc effectivement, les règles qui ont lieu à l'intérieur de l'Union européenne ont un impact sur le monde entier. Et donc dans ce cadre-là, par exemple, on peut penser au marché d'échange de quotas carbone européen. Donc l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que les installations les plus polluantes en Europe sont soumises à un marché de droits à polluer. C'est-à-dire que pour émettre une tonne de CO2, d'équivalent de CO2, en l'occurrence, ils doivent acheter sur ce marché un permis de polluer. Et jusqu'à récemment, les entreprises recevaient des allocations gratuites. Maintenant, elles ne vont plus recevoir d'allocations de permis gratuits initialement, mais en contrepartie, on va mettre aussi en place ce qu'on appelle le MACF, donc le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire que les entreprises, les importateurs d'un certain nombre de biens très polluants qui viennent du reste du monde vont aussi devoir payer l'équivalent du prix d'un permis pour pouvoir importer dans l'Union européenne. Sauf si eux-mêmes arrivent à montrer que leur production est déjà soumise à une réglementation équivalente. Et donc, à cause de ça, on commence à observer un impact, par exemple, sur la décarbonation de l'acier en Chine. Pour pouvoir exporter l'acier chinois en Europe, voilà, s'il est moins polluant, il y aura moins de quotas de CO2 à acheter. Et donc, il y a un impact direct de ce genre de réglementation. Et il y a un impact direct, mais là, Richard Baron, on arrive à un moment assez important. Et puis, il y a une question qui se pose et qui se pose notamment dans les questions que je reçois. Finalement, dans quelle mesure de tels mécanismes, comme ce fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, est perçu par nos partenaires commerciaux comme une forme de protectionnisme déguisé ou voire de protectionnisme assumé? Est-ce que cela peut nuire notamment à nos relations internationales? Et quelqu'un me demandait dans les questions si finalement ce ne serait pas la solution d'assumer en fait ce retour à une forme de protectionnisme environnemental. Alors je pense qu'il faut toujours distinguer protection et protectionnisme, dans le sens où le protectionnisme serait vu comme une surprotection en fait, des industriels par rapport à une compétition internationale. Peut-être pour recadrer un peu les choses, donc l'Union européenne émet directement donc, sur le territoire européen 3,8 milliards de tonnes de CO2, mais on en importe via les produits manufacturés, donc qui eux-mêmes émettent des émissions dans les pays où ils sont produits, 1,8 milliard de tonnes. Donc c'est très très considérable, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone en fait, de l'Union européenne. Bon, on exporte aussi du carbone, mais voilà. Et l'enjeu qui est posé maintenant, c'est comment on fait en sorte que quand nous, on va continuer à baisser nos émissions, on ne va pas augmenter nos importations. Alors, le MACF, donc le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières, est un des enjeux pour regarder ça. Ce qu'on essaie de voir, nous, c'est dans quelle mesure, quand on regarde les flux de carbone qui viennent du reste du monde, on n'a pas une indication avec qui on doit coopérer pour essayer d'engager la réduction de ces émissions dans ces pays-là. Et est-ce que ça peut guider en fait l'action climatique internationale aussi d'une manière coopérative et pas uniquement protective, si je puis dire. Alors, oui, effectivement, il y a des pays qui ont vécu ça comme une atteinte protectionniste, ce mécanisme d'ajustement de taxes aux frontières. Moi, je pense qu'il reste relativement juste dans la mesure où, à partir du moment où on va forcer les industriels européens à payer un prix du carbone sur leurs émissions, on augmente leurs coûts, on augmente le prix des biens produits et immédiatement, les importations ont un avantage compétitif immédiat. Donc ça veut dire que tout d'un coup, on va pouvoir substituer à moindre coût les mêmes biens qui viendraient d'ailleurs et donc on va augmenter les émissions des pays dont on va importer ces mêmes biens. Et le mécanisme d'ajustement de taxes aux frontières est juste là pour redresser, en fait remettre le marché européen dans un cadre un peu plus équitable. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être en concurrence, mettons avec les États-Unis, dont l'acier en particulier est très peu carboné parce qu'il est sur une base technologique qui est différente. Donc ça ne veut pas dire qu'on se protège et qu'on ferme, mais ça veut dire qu'on taxe pour remettre les choses, en fait, pour rétablir des conditions de compétition
qui prennent pleinement en compte le prix du carbone. Ceci étant, je sais que c'est un problème qui tient à cœur à Vincent qui a organisé cette session aujourd'hui. Il y a aussi d'autres biens qui contiennent du carbone qui ne sont pas couverts par le système de quotas échangeables européen. Et ceux-là aussi, il serait très utile qu'on ait une bonne connaissance de leur contenu en carbone, de manière à ce que les consommateurs eux-mêmes soient capables de dire, dans le choix qu'ils vont faire, ah ben là, il y a une empreinte carbone qui est très importante. Et même si le prix n'est pas déterminant, mais qu'on soit capable de dire, en tant que mon comportement citoyen m'engage plutôt à réduire mes émissions, donc je vais essayer de m'orienter plutôt vers ce type de bien européen plutôt que vers tel autre type de bien qui sera un contenu en carbone plus importé. Alors évidemment, à l'aune de ce qu'on voit avec Chine, etc., on se demande si les consommateurs vont s'orienter dans cette voie-là, mais je crois que c'est aussi le rôle des économistes de rappeler que c'est important aussi pour des questions de bien-être, de prospérité, de maintenir une certaine partie de nos activités en Europe. Phuc Vinh Nguyen, il y a plusieurs points importants qui ont été soulevés, notamment celui de la juste mesure. En fait, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a les bons outils pour estimer finalement la part carbonée, notamment dans les produits qu'on importe, quels qu'ils soient, pas uniquement peut-être dans l'industrie lourde. Est-ce que ça, c'est un souci? Ça, c'est ma première question. Et l'autre question que je voulais vous poser également, c'est, on évoquait ce MACF. Est-ce qu'on a des exemples très précis, très concrets de pays qui se sont ajustés à nos normes, en fait, qui se sont dit, ah bah oui, tiens, puisqu'on voulait importer dans l'Union européenne, on s'est conformé à cela? Oui, tout à fait. Pour répondre à la première question, évidemment, ici, on est sur un dispositif qui est nouveau. Donc, il va y avoir des failles, il faut les accepter au début. Et on va, de manière un peu heuristique, à partir du moment où on va apprendre sur comment combler ces failles, modifier le règlement pour faire en sorte justement d'éviter et de combler ces trous dans la raquette. L'un des meilleurs exemples est de prendre la Chine, par exemple. En fait, la Chine, ils sont en capacité de produire soit du très décarboné, parce qu'ils sont des régions qui sont spécialisées notamment de la production hydraulique, pour exporter ensuite, avoir de la production d'acier qui va ensuite être exportée au niveau européen. Et puis, ils vont continuer à produire de l'acier dans des conditions un peu dégueulasses, avec des centrales à charbon, au niveau national, soit pour l'exporter en Asie, etc. Donc là-dessus, il faut réussir à voir, est-ce qu'on ne veut pas réfléchir à une moyenne un peu pondérée sur leur mix, etc. Puis ensuite, il y a aussi le fait que parfois, on repose sur des éléments déclaratifs de la part des États membres. Et là, ça pose la question de comment est-ce que vous allez derrière vérifier la véracité des données qui sont mises en avant par les États. Là-dessus, ça demande de la coopération internationale, de la diplomatie, etc. Mais on est quand même sur, une nouvelle fois, un dispositif qui a vocation à évoluer avec le temps et qui quand même est une demande qui était ici de longue date, qui a notamment été poussée par la France depuis les années 2010, et qui quand même se matérialise et qui permet derrière d'avoir une réponse concrète à cet enjeu de s'assurer que ce qu'on importe peut être renchéri d'un juste coût carbone. Et pour répondre à est-ce qu'on commence à avoir des effets, oui, sur un certain nombre d'États membres, vous regardez en Uruguay, vous regardez au Kazakhstan, ils mettent en place un prix carbone, c'est justement pour répondre à cette problématique-là. Et c'est là l'un des effets Bruxelles dont parlait Fanny tout à l'heure, sur comment est-ce que les États membres sont incités derrière à mettre en place leur propre prix carbone pour justement répondre à cette question-là. Soit vous pouvez le faire de manière un peu, entre guillemets, coercitive ou très incitative, soit parfois, en fait, l'Union européenne fait des très bonnes choses et des États membres, des pays vont copier ça. Le meilleur exemple, c'est le Brésil. Le Brésil a copié-collé notre directive efficacité énergétique en se disant mais c'est extrêmement bien ce qu'ils ont fait les Européens, on va la mettre en place chez nous au niveau européen pour avoir, par exemple, lorsque vous achetez un frigo, cette étiquette qui vous permet de dire ça consomme tant d'énergie. Bon, un message plutôt positif, ce qui est une bonne chose. Fanny Henriet, je rappelle quand même qu'un des mécanismes que vous évoquiez, le système communautaire d'échange de quotas d'émissions, il a été quand même mis en place en 2005, donc on a déjà une forme de recul aussi sur ce mécanisme, ça fait quand même 20 ans, donc ça nous permet d'en mesurer les effets. Je vais citer là des chiffres que vous évoquez dans votre ouvrage, c'est qu'il y a un article qui montre que le marché d'échange de quotas européens a incité les entreprises à diminuer leurs émissions de dioxyde de carbone, là encore on peut être positif, de 14 à 16%, sans pour autant qu'il y ait de réduction de leur activité économique. On pourrait dire que c'est parfait, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Est-ce que c'est effectivement le cas? Et puis, il faut peut-être se demander comment ces réductions ont été obtenues. Est-ce que c'est parce qu'elles produisent une énergie décarbonée ou parce qu'elles sont plus sobres et qu'elles produisent moins de façon générale? Donc, effectivement, donc le marché d'échange de quotas d'émissions, on commence à avoir un peu de recul dessus, mais on a surtout du recul sur une période où les prix
de la tonne de carbone sur ce marché était très bas. Et donc on observe quand même une baisse des émissions, mais pas de baisse de l'activité. Et on n'observe pas tellement non plus de fuite de carbone. C'est-à-dire on n'observe pas que à cause de ce prix du carbone, on aurait eu des délocalisations ailleurs ou plus d'importations de biens qui ne sont pas soumis au marché. Plus récemment, les prix sur ce marché d'échange de quotas ont augmenté considérablement et les nouvelles études qui sortent donc montrent toujours que c'est un système efficace, évidemment, pour réduire les émissions des installations qui sont soumises à ce marché. Et elles montrent quand même une baisse de la valeur ajoutée, mais qui serait compensée par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, justement. Et donc, si on prend en compte, donc sans le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, les études tendent à montrer qu'on risque d'avoir beaucoup de fuites de carbone, c'est-à-dire ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que donc les émissions, les entreprises locales, les installations qui sont régulées émettent moins, mais à cause de ça, on importe en fait des biens substituts qui, eux, sont produits ailleurs de manière très polluante et donc on fait augmenter les émissions ailleurs. Mais ça, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, les études tendent à montrer que ça annule toute fuite de carbone. Donc ça veut dire que l'action est quand même efficace. Sandrine Levasseur, si on s'intéresse aux conséquences sur le tissu industriel, peut-être plus précisément sur l'automobile, ce qui est un secteur que vous connaissez bien, est-ce qu'on sait finalement est-ce qu'il y a un lien quasiment direct entre décarbonation, c'est-à-dire baisse des émissions de carbone, et désindustrialisation et perte, on va dire, de la base industrielle au sein de l'Union européenne? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux facteurs, on va dire? Est-ce que dès lors qu'on arrive à obtenir des avancées environnementales, ça se traduit potentiellement par on va dire des pertes en termes de tissu industriel? Alors, je vais parler d'un secteur que je connais, donc le secteur automobile. Je pense qu'il n'y a aucun lien entre la baisse de la production automobile sur le territoire de l'Union européenne et le mécanisme ETS. En fait, la baisse de la production automobile sur le territoire de l'Union européenne est due uniquement à des facteurs structurels, baisse de la demande des ménages européens de véhicules, et puis concomitamment, augmentation de la demande de voitures dans les pays émergents, en premier lieu la Chine. Donc évidemment, les constructeurs automobiles, et en premier lieu les constructeurs allemands, sont allés assembler leurs véhicules là où il y a de la demande, en Chine. Mais ça n'a que très très peu de choses à voir avec le mécanisme ETS dont Fanny parlait. Richard Baron, on voit que qu'il y ait des enjeux de mesure, c'est un fait. Qu'il y ait des enjeux de mesure des effets aussi des initiatives prises par l'Union européenne, c'est aussi un problème. Est-ce que, selon vous, il y a une démarche à faire, une démarche à entamer, des initiatives à prendre justement en termes d'homogénéisation de ces mesures? On en parlait. Est-ce que cela peut achoper, on va dire, sur des questions d'ordre peut-être moins économique et peut-être plus diplomatique, on va dire, et en raison des préférences nationales diverses et variées? Est-ce qu'on pourrait arriver à se mettre autour de la table et se dire, une bonne fois pour toutes, on va essayer de proposer des méthodes de calcul qui conviennent à tout le monde? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est depuis à peu près 30 ans, il y a des organisations qui sont penchées sur la question du contenu en carbone des produits. D'abord à l'échelle industrielle pour les gros secteurs émetteurs, donc beaucoup sur l'acier, le ciment, l'aluminium, les produits chimiques, etc. Et donc on commence à avoir des normes de mesure qui sont relativement robustes et qui sont bien comprises par tous les acteurs de ces secteurs-là, parce qu'ils sont de plus en plus obligés de rapporter leurs émissions. Alors dans le cadre du système de quotas échangeables en Europe, évidemment, parce que c'est au niveau des installations, donc là il y a des mesures très précises. Mais il y a des tas d'autres pays dans lesquels il y a des réglementations pour que ces émissions soient rapportées dans les rapports annuels financiers des sociétés. Alors par ailleurs, avec la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, j'ai dit en passant d'ailleurs qu'il y a pas mal d'autres pays qui commencent à faire la même chose, parce que dès qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'on va taxer le carbone, très rapidement on regarde ce que font les Européens. Et il ne s'agit pas d'avoir une attitude agressive par rapport à ça, mais on se rend bien compte que dès qu'on augmente nos prix sur le marché domestique, il faut se protéger, ou en tout cas ajuster les importations pour éviter qu'il y ait les fuites de carbone dont on parlait. Donc
l'Australie, le Canada, Taipei, le Royaume-Uni et le Brésil sont tous en train de se poser cette question-là. Et ce n'est pas une rétorsion par rapport à l'Union européenne, c'est juste un mécanisme naturel qui est, on ne va pas se tirer une balle dans le pied, quoi. Alors, il y a des discussions très techniques qui ont lieu. Nous, on en soutient un certain nombre à Genève, dans les délégations de l'Organisation mondiale du commerce, pour qu'ils discutent des aspects techniques du mécanisme d'ajustement de carbone aux frontières. Je sais que tous les 2 mois à Pékin, la délégation européenne rencontre 6 ministères différents de l'administration chinoise pour leur expliquer comment on va mettre tout ça en place. Et j'ai vu hier une annonce du MOFCOM, qui est le ministère du commerce chinois, qui disait qu'ils sont en train de mettre en place une base de données sur le contenu en carbone de tous les biens qu'ils vont exporter. Il va y avoir des questions de véracité des données, de vérification, de certification. On sait que ça a été un problème dans le cadre des mécanismes dits de Kyoto, enfin de commerce, enfin de quotas échangeables à l'échelle des pays. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent sur ce terrain-là, et c'est un domaine qui est suffisamment technique pour éviter les discussions politiques. Ceci étant, l'Union européenne n'est pas complètement, comment dirais-je, neutre sur cette question-là, parce que nous, on est obligé d'ajuster la façon dont on mesure à nos politiques domestiques. Et je vais vous donner un exemple. L'aluminium, l'aluminium, c'est un secteur qui est de l'électricité en barre, hein. C'est une grosse consommation d'électricité. Donc, si on produit l'électricité à partir du charbon, c'est énormément d'émissions. Mais en Europe, on a décidé de donner une dérogation, enfin en tout cas de pouvoir compenser l'augmentation des prix de l'électricité pour le secteur de l'aluminium. Donc ils sont capables de récupérer de l'argent là-dessus. Et ce qui fait que dans l'ajustement aux frontières, on ne va pas prendre en compte les émissions de l'électricité des pays tiers. Ce qui est une absurdité, parce que je sais qu'il y a eu une période pendant laquelle les Chinois ont énormément développé le secteur aluminium sur une base charbon, et ça veut dire qu'on va importer de l'aluminium chinois qui est très carboné, juste parce qu'en fait, on a pris en compte notre politique nationale, européenne, qu'on devrait ajuster pour pouvoir pleinement prendre en compte les émissions de tous ces biens. Donc il y a des aspects techniques un peu historiques et qui vont vite être politiques. Bon, là, c'était un peu technique, je serais ravi d'expliquer plus en détail. Mais en tout cas, ce n'est pas juste une question technique. Il y a un moment où il y a aussi des enjeux économiques derrière et des enjeux historiques de politique publique. Un dernier tour de table avant de passer à vos questions, à vous dans le public, et elles ont été nombreuses, et je rappelle que voilà, vous pouvez envoyer vos questions au numéro qui s'affiche régulièrement derrière moi. Fanny Henriet, on voit tout de même que ce sont des pistes solides, ces mécanismes-là, ces instruments qui sont basés finalement sur le prix de la pollution. Vous le dites, taxe carbone, marché des quotas, leur efficacité a été prouvée. Mais pourtant, ils ne sont pas déployés de manière systématique. On ne se dit pas à chaque fois, on n'en voit pas une solution, en tout cas l'alpha et l'oméga de la lutte contre le réchauffement climatique, et notamment, et c'est ce que vous dites, en raison de leur impopularité. Comment on explique cette impopularité ? Après tout, on voit le lien très clair entre hausse du prix des biens de la consommation et tension sociale. Ça, est-ce qu'on pourrait envisager de dépasser cette éternelle, on va dire, aporie aussi dans le débat ? Oui, donc on sait que les instruments prix, donc qui renchérissent le prix des biens carbonés, marchent en général. On les utilise quand même largement pour les entreprises dans le marché ETS. Ils sont très impopulaires chez les ménages surtout. Pas que, hein, mais notamment chez les ménages. Parce que ils ont notamment des effets distributifs indésirables a priori, c'est-à-dire que la part de biens carbonés dans le budget des ménages les plus modestes est plus important que la part consacrée à des biens carbonés dans le ménage, chez les ménages les plus riches. Même si, en valeur absolue, les plus riches consomment quand même plus de biens carbonés. Mais en proportion de leurs revenus, ça représente une plus petite part. Et donc, à cause de ça, si vous mettez en place une taxe carbone, eh ben, la taxe carbone va représenter une partie plus importante du budget des ménages les plus modestes que des ménages les plus riches. Donc il existe des moyens de compenser ces effets distributifs par la redistribution, par exemple, des recettes. Mais même avec des propositions de redistribution, ça reste une mesure assez impopulaire. Peut-être parce que, pour des questions de confiance en fait dans la redistribution, est-ce que cette redistribution aura bien lieu ? Et donc, à tel point que
par exemple, au moment où les prix de l'énergie ont flambé à l'occasion du début de la guerre en Ukraine, et ben on a fait le bouclier tarifaire où en fait on a subventionné pour à peu près tout le monde la consommation d'énergie fossile. Et là, la question va se poser aussi pour l'ETS2, puisque donc il y a un nouveau marché carbone qui va se rajouter au premier et qui doit concerner justement les émissions diffuses, dont l'essence, etc. Et donc il est vraisemblable qu'on baisse la fiscalité déjà préexistante pour la remplacer par le TS2 plutôt que de la rajouter en plus, par peur justement des mouvements sociaux que ça peut engendrer. Cette TS2 qui devrait commencer, je crois, début 2027, c'est l'agenda, la perspective pour l'instant, et qui devrait couvrir les émissions, on va dire, de CO2 des énergies fossiles utilisées dans les secteurs du transport, notamment transport routier, bâtiment, construction, petite industrie. Donc on voit qu'on essaie d'affiner peut-être aussi la raquette pour limiter les potentiels trous. Phuc Vinh Nguyen, sur cette question de l'impopularité, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la question de l'impopularité de ces mesures-là, elle est très liée aussi à l'état des finances publiques. On se dit, ce fameux chèque énergie, bon, bah, il a pesé aussi sur les finances publiques. Est-ce que là encore, il y a une façon de dépasser ce paradoxe-là et de faire avancer les choses malgré le risque assez brûlant de la colère sociale notamment? Oui, d'ailleurs, signe très concret de l'impopularité de ce type de mesures et la frilosité qui, du coup, gouverne les États membres. Aujourd'hui a été annoncé le fait que cette ETS2 qui devait entrer en vigueur en 2027 est reportée en 2028. Oui. Et ça vous montre en fait que on n'a pas encore été en capacité de tirer les leçons d'un certain nombre d'expériences, par exemple les Gilets jaunes en France, sur l'utilisation des revenus carbone pour favoriser l'acceptabilité sociale de ce type d'instrument basé sur un prix carbone. Petite séquence autopromotion à l'Institut Jacques Delors. Dans 2 semaines, on va publier 2 études sur ce sujet-là, qui notamment analysent comment l'Autriche, qui a mis en place un revenu climat, c'est-à-dire qu'en fait, chaque citoyen, chaque citoyenne, même les enfants, reçoivent de l'argent pour justement compenser le fait qu'il y a la mise en place d'une taxe carbone. Il y a aussi une expérience similaire qui a été menée en Allemagne, où en fait on tire les leçons de tout ça, et pour schématiser, il y a des enjeux d'une part de transparence, il y a des enjeux de gouvernance, il y a des enjeux liés à l'utilisation de 100% des recettes liées à la transition énergétique qui permettent d'augmenter le niveau d'acceptabilité de ce type de mesures. Et puis ensuite, et Fanny l'abordait, si on prend l'exemple slovène, les Slovènes ont un prix carbone qui est autour de 30 € la tonne de CO2. Pour rappel, en France, c'est 45 €. Les Slovènes font en sorte que lorsque le prix du pétrole augmente, ils baissent cette taxe carbone. Et donc en fait, c'est quelque chose qui est assez flottant, qui permet en fait de limiter la hausse, et ça pourrait aussi favoriser l'acceptabilité sociale. Mais tout ça pour dire que pourquoi est-ce qu'on en vient à utiliser ce type de mesures? C'est parce que le secteur des transports, par exemple au niveau européen et au niveau français aussi, est le secteur qui, depuis les années 90, a vu ses émissions continuer à augmenter. Et donc on est obligé de mettre en place, pour inverser la tendance, ce type de mesure de prix carbone qui part d'un principe très simple: si on renchérit vos factures, si on renchérit le prix de l'essence, eh bien, ça va vous inciter à terme à passer à l'électrique. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment accompagner le passage à l'électrique en utilisant ces revenus carbone pour, par exemple, mettre en place des mécanismes de leasing social, pour mettre en place une plus grande offre de transport public, pour permettre là le report modal, soit d'une voiture individuelle thermique à une voiture individuelle électrique, soit au travers d'une plus grande offre de transport en commun. Donc cibler ce secteur-là spécifiquement. Cibler absolument. Puisque c'est lui le coupable, entre guillemets. Ça, il y a aussi le secteur des bâtiments qui est très difficile, et parce qu'il y a des enjeux là, derrière de main-d'œuvre, il y a deux enjeux qui sont liés à ça. Mais on se rend bien compte qu'au niveau européen, la solution qui a été privilégiée, c'est une solution de marché, puisque historiquement, on l'a vu avec l'ETS1, ça avait fonctionné. Maintenant, la question est, est-ce que la réplicabilité est valable pour vous et moi? Ça peut poser question en réalité. Et elle est intéressante, cette question, Sandrine Levasseur. Est-ce que vous avez des pistes effectivement pour savoir si la réplicabilité est envisageable? Est-ce qu'on peut aller plus loin en utilisant les mêmes mécanismes, ou on risque de se heurter à leurs limites au bout d'un moment?
Alors moi, je voulais rebondir sur cette question d'acceptabilité sociale. Ça, c'est très important parce qu'on édicte beaucoup de réglementations en Europe, de directives, de normes. Et quelque chose, à mon avis, fait défaut. Et quand je parlais tout à l'heure de changement de méthode, je pense qu'il faudrait aussi que l'Union européenne utilise davantage les études d'impact, qu'elle en fasse beaucoup plus et qu'il y ait une mise en concurrence de différentes équipes de chercheurs, justement pour évaluer ex ante et non pas ex post ce que pourrait donner telle ou telle directive ou réglementation. Et ça, c'est très important. Je vais donc donner l'exemple de l'agriculture. Effectivement, donc, on a édicté tout un ensemble d'objectifs très ambitieux sur le papier. Les études d'impact ont été faites à minima. Et en fait, on a oublié d'expliquer ce que ça impliquait en termes de baisse des rendements agricoles, donc baisse des revenus des agriculteurs. On a oublié aussi d'expliquer ce que ça impliquait en termes de perte de souveraineté alimentaire potentiellement, et donc de mettre en parallèle des solutions pour justement limiter les effets négatifs donc, de ce pacte vert. Et ça, c'est vraiment dommageable. Je pense qu'ex ante, il faut vraiment développer ces études d'impact au niveau de l'Union européenne. Richard Baron, pour terminer ce tour de table et passer aux très nombreuses questions qui proposent plein de pistes que j'ai envie de vous soumettre. Cette question peut-être de la tension sociale qui aurait un peu raison aussi des avancées, notamment normatives, et puis des avancées des solutions dites de marché. Est-ce que c'est effectivement ça qui va minimiser ou en tout cas amoindrir le rôle de l'Union européenne en tant qu'exemple dans la décarbonation ? Moi, je pense que le cap industriel, économique, il est fixé en grande partie. Il y a des vents contraires, il va falloir s'y accommoder. Je pense que c'est aussi important qu'il y ait un contrat social autour de cet enjeu et qui consiste à dire aussi qu'on reconnaît qu'on est une économie très ouverte et que nos objectifs de réduction, à un moment, je pense qu'ils doivent s'accompagner d'objectifs de réduction des émissions importées, de sorte qu'on tende aussi un peu la main au reste du monde pour dire il faut qu'on travaille ensemble sur cet agenda-là, et que oui, il y a des enjeux de compétitivité, et on ne va pas changer le système économique mondial, on est en compétition, certes, mais que sur la question climatique, et vous posiez la question de savoir pourquoi est-ce que les autres pays s'engagent là-dedans, pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas être plutôt passagers clandestins, mais parce que le changement climatique touche tout le monde. Donc ils sont autour de la Convention climat aussi, parce qu'ils ont énormément à perdre économiquement, et beaucoup plus que l'Union européenne, parce que nous, on vit dans un système, voilà, on a un niveau de confort, d'infrastructure qui nous permet sans doute, avec des coûts élevés et puis avec des pertes qui sont considérables, mais quand même d'évoluer dans un monde plus chaud. Mais regardez les zones comme tout le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, etc. Il y a des endroits qui vont devenir proprement invivables. Donc ces pays-là sont engagés pour le faire. Je crois qu'il faut aussi qu'on leur tende la main sur comment est-ce qu'on fait ça d'une manière bien intégrée. Il y a des endroits pour ça. Il y a un Climate Club à l'OCDE qui ouvre ces discussions-là. Au niveau des BRICS, donc c'est le groupement du Brésil, de la Russie, de l'Indonésie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Il y a aussi une réflexion qui s'ouvre sur cette question commerce et climat. Donc je pense que les portes sont ouvertes pour engager quelque chose de plus coopératif. Il faut qu'on le fasse sans être naïf aussi. Je crois que ça, c'est vraiment important que l'Union européenne soit plus le seul rempart pour protéger l'OMC par rapport en fait à un enjeu climatique qui est en train de prendre le dessus et qu'on ne peut pas passer sous silence. Voilà. Merci beaucoup. On a une petite demi-heure pour échanger avec vous toutes et tous dans la salle via ce système de tablettes très élaboré. Je vais vous poser en fait la toute première question qui m'a été posée au tout début de cette discussion. Je ne vous cache pas qu'il y a une certaine inquiétude dans les questions que je reçois, voire un certain pessimisme, mais c'est vrai qu'on aurait pu commencer par là. Quelqu'un demande si finalement, lorsqu'on a dépassé une 7e limite planétaire relativement récemment, est-ce que vous pensez que nous sommes en mesure de revenir en arrière tout simplement ? Est-ce que le mal n'a pas déjà été fait ? Est-ce que tout ce qu'on vient d'évoquer en termes de mesures, de mise en place de marchés carbone, etc., c'est juste tenter de ralentir, on va dire, la trajectoire, mais en aucun cas de revenir en arrière. Est-ce qu'il faut malheureusement faire ce constat ? Qui veut Fanny Henriet, peut-être ? Une première chose pour une note un peu positive, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, si on se replace au moment de l'accord de Paris, on était sur des trajectoires qui nous amenaient à 1 degré de réchauffement de plus que les trajectoires actuelles. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. C'est pas suffisant, mais
on est capable d'avancer. Et autre chose, c'est que en fait, chaque dixième de degré compte. Donc, même si on n'arrive pas, là, je pense que on peut être assez pessimiste sur notre capacité à rester sous 1,5 degré de réchauffement. Quand bien même on n'y arrive pas, il vaut mieux arriver à 1,8 qu'à 2. Donc voilà, il y a des raisons d'espérer. Et puis, même en étant pessimiste, il faut quand même faire des efforts. Je continue peut-être avec les sources d'inquiétude et comme ça après on pourra envisager ensemble les pistes de solutions pour essayer d'envisager un avenir plus clair. Fouk-Vin Nguyen, je pense que cette question elle sera plutôt pour vous. Quelqu'un demande si la montée en puissance de l'extrême droite et notamment au sein des institutions, au sein de l'Union européenne, que ce soit en termes d'États membres ou aussi au sein des institutions, est une menace pour l'environnement. Est-ce que c'est une source d'inquiétude en termes d'avancée environnementale? Oui, clairement, et on le voit compte tenu de leurs discours qui tiennent au niveau du Parlement européen, leur volonté de retarder toute prise d'initiative supplémentaire et leur volonté de revenir sur ce qui a déjà été fait. On va prendre des exemples très concrets pour quand même tenter de garder un peu d'optimisme. Aux Pays-Bas, récemment, il y a eu une élection. Et c'est un parti pro-européen qui est arrivé en tête, qui va former un gouvernement et qui a réussi à battre le parti qui était arrivé en tête, qui était d'extrême droite et qui avait notamment fait campagne précédente sur la logique de colère des agriculteurs. Donc ça vous montre en fait qu'il n'y a pas une fatalité, même en cas d'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans un certain nombre de pays. Et là où l'Union européenne est très intéressante, c'est que pour décider de toutes ces lois, toutes ces normes dont on a discuté, il faut se mettre d'accord à 27. Et donc, par définition, le pouvoir bloquant même d'un Viktor Orban, même d'un Fico en Slovaquie, même d'une Giorgia Meloni en Italie, est plus limité à partir du moment où il y a ces enjeux de soit majorité qualifiée, d'une part, au niveau du Conseil des ministres, soit parfois on arrive à obtenir des compromis à l'arraché en faisant certes des concessions, mais parce qu'en acculant les personnes dans le cadre des négociations, on arrive à arracher des compromis. C'est ce qui s'est passé là avec la cible 2040. Elle peut être jugée pas assez ambitieuse, mais mine de rien, on a réussi quand même à surmonter un certain nombre de difficultés. Donc là, vous décidez soit d'embrasser, on va dire, le pessimisme de la raison ou l'optimisme de la volonté, c'est au choix, mais d'une certaine manière, vous arrivez quand même à avancer au niveau européen, à tenir une certaine forme de stabilité sur ces questions-là. Alors une question un peu plus précise, mais qui rejoint aussi ce qu'on disait en fin de conversation. Quelqu'un demande si le report de l'ETS 2 et puis les pressions aussi pour le report de l'interdiction des ventes de voitures thermiques, par exemple, ne montrent pas une faiblesse de l'Union européenne et des États membres dans la revendication de ces priorités, dont la transition écologique et l'accompagnement de l'industrie européenne. En somme, est-ce que les intérêts industriels ont pris le dessus sur les intérêts sociaux? Sandrine Levasseur, est-ce que vous souhaitez réagir ? Alors, en ce qui concerne donc le secteur automobile et potentiellement la remise en cause donc de l'interdiction des voitures thermiques dans les nouvelles immatriculations à l'origine, donc 2035, donc échéance qui devrait être rediscutée dans les mois à venir. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des intérêts technologiques qui ne sont pas convergents. Et donc, notamment, on a fait plusieurs cas de figure, mais donc on a des constructeurs automobiles allemands qui, eux, sont en faveur de la neutralité technologique. Eux, ce qu'ils disent, c'est ce qui importe, c'est la cible, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça peut se faire par l'électrique, mais ça peut se faire aussi par d'autres technologies que leurs constructeurs sont en train de développer. C'est pas encore arrivé à maturité, mais c'est par exemple les e-carburants. Alors qu'il y a d'autres constructeurs automobiles européens qui seraient davantage prêts pour l'électrification du parc automobile. Donc là, on voit bien qu'il y a des enjeux qui se jouent en termes de technologie. Il y a des pays qui sont responsables qui réalisent une partie importante de la production automobile. Donc on pense aux pays de l'Est. Ils ont énormément bénéficié donc de cette réindustrialisation via les investissements directs étrangers des multinationales, des constructeurs automobiles de l'Ouest européen vers l'Est. Et donc ils ont peur évidemment de perdre de l'emploi. Et pour certains pays, c'est très problématique. La Slovaquie, la Pologne, la République tchèque, pour ne citer que ces pays-là. Et
il y a aussi la Pologne qui peut être dans ce cas de figure. Donc effectivement, donc il y a, au sein même de l'Union européenne, il n'y a pas convergence de vues, et donc il va falloir trouver une solution. Madame von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, s'est proposée en faveur donc du maintien de l'échéance 2035, modulo quelques ajustements. Alors quels ajustements elle va proposer en décembre, on ne le sait pas encore. Et puis donc dans le cadre d'une procédure de trilogue, donc qui inclut aussi le Parlement européen et le Conseil européen, il va falloir discuter et on ne sait pas encore à l'heure actuelle qu'est-ce qui va advenir de ces discussions. Je suis de près la question, j'essaie de voir un petit peu ce qui pourrait émerger de tout ça, c'est pas du tout clair. Voilà. Richard Baron, sur cette question, et j'en profite pour en greffer une autre. On dit, comme indiqué par le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, ainsi que d'autres études, les mesures actuelles de décarbonation dans l'Union européenne nous font perdre de la croissance, de la base industrielle, des finances publiques, le pouvoir d'achat des ménages et provoquent une hausse des inégalités. Ce n'est pas très réjouissant, on va pas se mentir. Donc est-ce qu'il y a un risque d'effondrement de l'Union européenne si on reste sur le scénario actuel ? Non, je pense que ça dépend vraiment de la façon dont on va envisager ces politiques. Moi, je trouve que le fait que l'ETS2, donc ce mécanisme qui va appliquer un prix aux consommations d'énergie dans le secteur des transports et des bâtiments, le fait qu'il soit retardé, voilà, prima facie, on a l'impression que c'est un recul, mais je pense qu'il fallait vraiment que les officiels et que les gouvernements européens se posent la question de savoir comment ça allait être reçu par les populations et qu'ils mettent en place des systèmes comme celui de l'Autriche dont parlait Fugvin juste avant, pour dire on va vraiment faire ça de manière à ce que ce soit socialement acceptable, pour vraiment encourager la transition au niveau des citoyens. Parce que sinon, le risque de backlash, là, pour le coup, est très significatif. Je crois aussi qu'on est capable de prendre des mesures de politique publique et de politique économique qui nous permettent d'accompagner l'industrie dans ce déploiement. On peut faire des politiques commerciales qui accompagnent ça également. Je crois que la France avait adopté un système pour l'octroi du leasing social aux véhicules électriques qui consistait à regarder l'empreinte carbone des véhicules auxquels on allait octroyer cette subvention, et qui de facto en fait éliminait les véhicules chinois parce que le contenu en acier chinois du carbone est très élevé, le contenu en carbone du plastique chinois est très élevé, le contenu en carbone des batteries chinoises est très élevé, le contenu en carbone de l'aluminium chinois est très élevé, et donc en conséquence de quoi on n'allait pas donner une subvention pour l'achat de véhicules chinois. Et je sais qu'en Europe on se pose la question d'adopter un système similaire, de sorte que, pas pour des questions purement protectionnistes, mais aussi pour s'assurer qu'on ne va pas subventionner plus de carbone dans le reste du monde, on soit capable d'accompagner notre industrie et d'accélérer le mouvement. Ceci étant, il y a parfois des choses qui sont un peu en porte-à-faux. Donc, on prend des mesures là en ce moment pour protéger l'acier européen, et ça veut dire qu'on va beaucoup renchérir donc, les importations d'acier. Or, je crois que c'est les constructeurs automobiles allemands qui disent que ça va baisser leurs marges et que ça va ralentir la transition, etc. Donc, il y a beaucoup de compromis à faire dans tous ces secteurs, mais je crois qu'on a des instruments de politique publique et on a ce qu'on appelle le Clean Industrial Deal, donc qui est le nouvel agenda de la Commission, donc un pacte pour une industrialisation propre qui est mis en place pour essayer d'aller dans cette direction. Donc, je pense qu'on a des instruments de politique publique, qu'on n'est pas tout nu face à la compétition internationale et que de plus en plus, et je crois que les Chinois montrent aussi un petit peu la direction du voyage, si vous voulez, on s'oriente vers une compétition vers les produits et les technologies vertes, et qu'on a basculé dans ce monde-là. Reste les États-Unis à convaincre de faire la même chose dans quelques années. Alors on a des outils, justement, j'ai quelques questions assez factuelles sur ces outils. On demande si le fameux MACF a été voté à l'unanimité au Parlement. Est-ce qu'il y avait des débats et des États membres opposés à ce principe? Et puis une autre question sur ce principe-là aussi, c'est de savoir s'il y a d'autres zones géographiques hors Union européenne qui auraient également mis en place un peu l'équivalent de ce que nous on a fait dans l'Union européenne. Fugvin Engel, je vois froncer des sourcils, mais Richard Baron, je vous vois acquiescer largement. Donc qui veut répondre sur ces deux questions? Richard Baron, allez-y. Alors, il y a eu des oppositions au mécanisme d'ajustement taxe frontière de la part de certains secteurs industriels qui ne veulent pas voir le prix du carbone appliqué à plein à leurs émissions. Donc ils disent non, on va se contenter, on va continuer comme ça avec des allocations gratuites déclinantes et on ne veut pas d'ajustement taxe frontière parce que
ça signifierait qu'on va rogner sur leur marge, parce que quand on applique un prix du carbone plein pot à une tonne d'acier, si une tonne d'acier émet 2 tonnes de CO2, une tonne d'acier, ça peut se vendre aux alentours de 500 € la tonne. Le prix du carbone, c'est 80. 2 tonnes, ça fait 160. Donc on rajoute 160 au prix de 500, on rogne complètement les profits, en fait, très très largement de la production. Alors la question de savoir, est-ce qu'il y a d'autres pays qui le font? En fait, pour le faire, il faut déjà avoir un prix du carbone qui soit un prix appliqué aux émissions. Donc il y a très peu de pays qui font ça. Mais tous les pays qui sont en train de réfléchir à mettre en place des quotas échangeables ou des taxes au carbone réfléchissent aussi à l'ajustement de taxes aux frontières. Donc en fait, l'Europe a beaucoup d'avance parce qu'on a commencé avec ce système de quotas échangeables en 2005. Et tous les pays qui sont en train de suivre cette voie-là, et tous ne le feront pas, en tout cas tous ceux-là sont en train de se poser la question de savoir comment on ajuste aux frontières. On a, Fanny Henry, ce sera peut-être pour vous, on a une question de Léo, qui est élève à l'École européenne de Bruxelles, qui nous rappelle qu'il y a une chronique de Pauline Grosjean qui a été publiée, c'est vrai, dans le journal Le Monde du 28 octobre, qui affirme que la décarbonation européenne est rentable même seule, et lui se demande si cette rentabilité ne repose pas sur l'hypothèse que d'autres régions suivront tôt ou tard. Vaste question. Fanny Henry, si vous voulez répondre. Alors, je n'ai pas en tête exactement les arguments la chronique en question. Ce qui se passe, c'est qu'en revanche, ce qu'on sait, c'est que, étant donné les dommages climatiques qu'on est en train de réévaluer, on se rend compte que ça coûte très très cher, les dommages climatiques, et qu'en fait, même à l'échelle d'un pays, enfin, peut-être pas d'un pays, mais donc d'une zone comme l'Union européenne, rien que pour éviter la part des dommages qui va être sur son propre sol, ça vaut le coup de décarboner dans une certaine mesure. Et pareil, et pour les États-Unis, c'est encore plus impressionnant. C'est-à-dire que pour les États-Unis, on estime que toutes les actions de décarbonation qui coûtent moins de 50 € par tonne de CO2, en fait, les États-Unis, juste pour éviter le dommage sur leur propre sol, auraient intérêt à le faire. Sandrine Levasseur, avant de passer peut-être à des questions éventuellement dans la salle, il y a beaucoup d'inquiétudes autour du passage à l'électrique, et notamment en ce qui concerne le secteur automobile. Bon, c'est très varié. Est-ce que ce ne serait pas risqué de passer complètement à l'électrique en sachant que les batteries ne sont pas forcément recyclables et que leur production est très polluante? Ça, c'est une des questions. Est-ce que passer à l'électrique n'est pas aussi un risque au niveau de la création puis du recyclage? Est-ce que ce n'est pas aussi très polluant? Que répondre à ces questions, et notamment en ce qui concerne le secteur automobile, parce que c'est quand même lui aussi qui est très concerné. Oui, alors en ce qui concerne donc l'empreinte carbone des véhicules électriques, si on raisonne sur l'ensemble du cycle de vie, donc de la production du véhicule jusqu'à son usage et même jusqu'au recyclage du véhicule électrique, grosso modo, c'est plus intéressant d'avoir une voiture électrique qu'un véhicule thermique. Certes, on est bien d'accord là-dessus. Produire une batterie électrique, notamment si elle est produite avec un mix qui est carboné, c'est très émetteur de carbone. Mais grosso modo, il faut réfléchir vraiment sur le cycle de vie du véhicule. Et ça, c'est important. Toutes les études en la matière montrent concrètement qu'en fait, il n'y a pas photo. C'est clairement l'électrique qui est beaucoup plus intéressant que le thermique, et même beaucoup plus intéressant que l'hybride. Donc en la matière, il n'y a pas d'hésitation à avoir. En l'état actuel de la technologie, il faut vraiment passer à l'électrique. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Oui, alors, donc les batteries, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas bien leur recyclage. Ça, c'est un problème, notamment l'hydrométallurgie, qui est une technique qui permet de recycler donc les matières des batteries électriques, n'est pas encore au point. Il y a beaucoup de recherche et développement qui est faite sur ce sujet. On peut espérer qu'à l'horizon de 5-6 ans, ce soit effectivement relativement mature, et qu'au niveau industriel, on arrive enfin à avoir des batteries qui soient recyclables, même si ce n'est pas encore le cas maintenant. Mais ça montre bien que je pense que justement, il faut être dans une optique dynamique, statique. Il ne faut pas voir aujourd'hui ce qui se passe. Il faut essayer d'être justement assez
il faut être tourné vers l'avenir et avoir une vision, s'inscrire dans le temps long plutôt que dans le temps court. Et effectivement, donc cette échéance 2035 pour le passage, donc pour l'interdiction des véhicules thermiques, ça peut faire peur. On peut se dire on va pas être au point, on va être obligé d'utiliser des voitures chinoises, mais je pense qu'on a encore la possibilité et le temps de nous Européens d'avoir une technologie qui soit efficace et ce à un prix relativement modéré pour les automobilistes européens. Merci beaucoup. Il y a 3 solutions qui ont été proposées. Je vais les classer par ordre de radicalité, on va dire, comme ça vous permettra de faire des réponses en fonction de qui veut s'en saisir. La première piste qui est évoquée, c'est est-ce que la France ne devrait tout simplement pas viser son indépendance et son autosuffisance, qui veut répondre à cette question vaste, Foguen Nguyen. Oui, alors le concept d'autosuffisance ou d'auto-indépendance a très peu de sens en fait à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les projections du secrétariat général à la planification écologique, ne serait-ce que pour les besoins en lithium de la France à l'horizon 2030, ils sont autour de 5% de la demande mondiale. On ne pourra pas ouvrir assez de mines en France pour combler ce type de besoins. De même, lorsque vous regardez en fait la manière dont fonctionne le système électrique, vous vous rendez compte qu'en hiver, de par des raisons historiques, en France, on apporte énormément d'électricité pour se chauffer. Si vous étiez dans une logique d'autosuffisance, d'auto-indépendance qui en fait impliquerait de raisonner en cercle clos et éventuellement de mettre fin à ces interconnexions, vous perdriez même en fait tout intérêt toute capacité à vous chauffer et à avoir de l'électricité en hiver. Donc il faut vraiment réfléchir au niveau européen sur comment on peut dans un premier temps maîtriser nos dépendances en diversifiant les sources d'approvisionnement. Ça a été valable pour le gaz, historiquement on ne l'a pas fait par exemple, et d'ailleurs ça a conduit en fait à la réduction des flux depuis la Russie, et donc maîtriser en fait les chaînes d'approvisionnement, faire en sorte que, on en parlait tout à l'heure, cette logique de spécialisation, comment chaque État membre peut contribuer à apporter sa pierre à l'édifice dans la maîtrise de la chaîne de valeur des technologies vertes. C'est-à-dire que pour des raisons d'avantage comparatif, la France peut avoir un avantage sur la question du nucléaire. Historiquement, on est très bon dessus. Là où, par exemple, les Polonais sont très bons dans ce qu'on appelle certaines technologies propres, notamment les batteries. Faire en sorte justement d'avoir la Pologne qui se spécialise sur ces segments-là, là où la France se spécialise sur d'autres, dans une logique de complémentarité, et penser cette souveraineté au niveau européen plutôt que de le penser au niveau national. Oui. Une autre piste, parce que ce sera pour vous, Richard Baron, il y a cette idée de se réjouir finalement d'une forme de retour du protectionnisme et de pouvoir se dégager de certaines formes d'engagement, notamment le Mercosur. C'est pas mal revenu dans les questions, se dire si on veut décarboner, à quoi bon continuer à s'engager dans cette voie-là. Est-ce qu'effectivement une forme de protectionnisme assumé et un arrêt des accords bilatéraux de ce type-là serait une solution, et ce qui va un peu avec la question aussi d'une forme de boycott généralisé de certains produits trop carbonés, finalement refuser tout simplement de rentrer dans ce jeu de la mondialisation-là. Bon, les accords de libre-échange ne donnent pas d'exonération à ses partenaires de l'ajustement de taxes aux frontières, par exemple. Donc, et on a aussi d'autres législations, comme il y a une législation sur la déforestation qui va s'appliquer au Brésil. Également. Donc l'accord de Mercosur n'exonère pas en fait ces 4 ou 5 pays-là des réglementations qui s'appliquent. Ceci étant, jusqu'à présent, les accords de libre-échange ont été négociés par des gens qui ne se souciaient pas non plus du climat. Il y avait une logique qui était de baisser les droits de douane. Bon, ça va un petit peu au-delà de ça. On a commencé à mettre des éléments climatiques, mais en fait qui ne sont pas juridiquement contraignants. Et d'une manière générale, ce qu'on voit, c'est que ça plutôt, on commence par négocier, par exemple, sur les produits agricoles. Donc, quand on fait un accord avec la Nouvelle-Zélande et qu'on va commencer par négocier la baisse des droits de douane sur l'agneau importé, l'agneau étant, le secteur du bétail étant un secteur qui est fortement émetteur, on sait que là, on donne un signal pour augmenter les émissions. Donc, on marche un petit peu à l'envers par rapport à ça. Je crois qu'il faut qu'il y ait, comme dans bien d'autres secteurs, un alignement de la politique commerciale avec la politique climatique. On a fait un alignement de la politique énergétique avec la politique climatique. On essaie de faire un alignement de l'organisation du marché de l'électricité avec la politique climatique. Et on le fait sur le reste. Il y a des compromis à trouver, mais je crois que sur le commerce, on a encore beaucoup à faire pour que cet alignement soit effectif. Et là-dessus, la Commission a engagé ce qu'ils appellent le CTIP. Donc en anglais, c'est Clean Trade and Investment Partnership, donc un partenariat pour un investissement et un commerce propre,
Il y a un premier travail qui est fait avec l'Afrique du Sud là-dessus et qui vise justement à regarder quelles sont les règles commerciales qu'il faut ajuster pour faciliter des échanges plus verts. Mais je crois qu'on est très très loin d'avoir une politique commerciale qui est alignée avec l'engagement climatique. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, il y a des questions éventuelles pour les quelques minutes qui nous restent? Je crois que oui. Voilà. Je ne sais pas si... Merci beaucoup. Bonjour. Vous avez bien en tête que les émissions carbone au niveau mondial, leur dynamique continue à monter à la même vitesse. Elles ne se sont pas du tout ralenties. Et donc que les changements climatiques vont être absolument terribles. Et par ailleurs, que la consommation des produits finis en dehors de l'énergie, c'est plus de 60% de nos empreintes carbone. Et que cette consommation est très orientée vers les produits les plus carbonés parce qu'ils sont moins chers que les produits moins carbonés et que du coup, cela dope la croissance des émissions carbone au niveau mondial et donc qu'il serait bien plus efficace de bien orienter la demande vers les produits moins carbonés pour rentabiliser les investissements de décarbonation et y compris aussi dans tous les autres pays tiers, en particulier les pays en développement, puisqu'ils n'ont pas les finances publiques pour inciter leurs entreprises à se décarboner. Et que par ailleurs, même dans l'Union européenne, nous avons un gros enjeu sur les finances publiques. Et donc, il serait bien plus positif si les investissements de décarbonation étaient rentables, si la demande était bien orientée sur la consommation des produits moins carbonés. Et en plus, ça serait bien positif pour le pouvoir d'achat des ménages et la réduction des inégalités, ainsi que la croissance et notre base industrielle. Vous avez bien ça en tête? Merci beaucoup. Je vous promets, il reste que 5 minutes, un tout petit peu de silence. Accrochez-vous, ça n'en a plus pour très longtemps. Qui veut répondre à cette interpellation, on va dire? Jean Baron, vous voulez... En 2 mots, tous les pays du monde se sont engagés à réduire leurs émissions. Tous ne sont pas aussi efficaces dans la façon dont ils vont le faire. Et aucun de ces engagements, en fait, pris dans leur ensemble, est suffisant pour amener les émissions à 0 en 2050. Mais on engage, en fait, les pays à toujours plus d'ambition. Donc je crois que c'est essentiel qu'on aide ces pays dans la décarbonation. Là où c'est problématique, c'est quand certains clament qu'on va aider le secteur de l'acier dans un autre pays à se décarboner pour pouvoir rentrer dans le marché européen. Non, il n'est pas question de faire ça. L'Union européenne doit dépenser de l'argent pour de la coopération réglementaire avec le reste du monde, pour les aider à réduire leurs émissions, mais pas d'une manière qui va subventionner en fait, des producteurs à l'extérieur de l'Europe pour conquérir des marchés en Europe. Mais oui, je crois que la mesure du carbone importé est absolument essentielle. Une meilleure connaissance en fait, dans les choix de consommation qui consisterait à regarder une sorte de Nutri-Score carbone sur les biens de consommation serait aussi bienvenue. Je crois qu'il faut le faire sur les véhicules électriques aussi, c'est ce qu'on a commencé à faire en France, mais on peut l'étendre à d'autres produits, de sorte qu'il n'y ait pas cet effet de dévoiement et de déplacement des émissions dans le reste du monde. Une autre réaction à cette interpellation ou... peut-être? Oui, je pense que de manière générale, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on sait bien que quand on renchérit le prix des biens, les biens qui sont polluants, on en consomme moins. Et que le problème se pose en particulier pour les émissions importées, pour lesquelles on ne maîtrise pas exactement le contenu carbone. Donc le MACF, c'est un premier pas vers la prise en compte de ces émissions importées, mais évidemment, ce n'est pas suffisant du tout, puisque ça concerne que quelques grandes catégories de biens très polluants. Merci beaucoup. Écoutez, on est en train de terminer cette discussion. On va finir pile à l'heure s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle. Mais en tout cas, je vous remercie tous pour votre attention. Je vois qu'il y a plein de jeunes dans la salle. Ça fait trop plaisir de vous voir et ça fait toujours... vous viendrez nous voir ? Parce que je crois que ça va être compliqué de faire passer le micro jusque là-bas. Mais on se donne rendez-vous juste après la fin de cette discussion. Et donc merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été attentif, d'avoir posé des questions. Et je vous souhaite de très bons GECO.